Cette idée a germé entre Ketsia et moi-même, Sophie, parce que c'est bientôt la fête de la musique et on dit qu'elle adoucit les mœurs et relie les gens de toutes les générations. Le 21 juin représente aussi le solstice. Donc à cette occasion, on s'est dit que la lumière allait un petit peu plus nous éclairer puisque c'est le jour le plus long de l'année dans 2 jours. Jour idéal donc pour décoder le rôle de l'oreille, celle qui se tend bien sûr, pour capter la musique. Aujourd'hui, donc, je vous présente Ketsia Sanctusi, qui est audioprothésiste à Montpellier et qui a vécu d'ailleurs dans plusieurs pays et qui a un regard particulier sur l'oreille et l'audition. Et moi-même, donc Sophie Varenfrein, je tiens le Centre Langage Écoute, Centre Automatis de Montpellier depuis 30 ans. Et donc, je suis praticienne et formatrice pour cette méthode et sophrologue. Voilà, donc je vous présente un spécial fête de la musique, amusement et prévention et comment l'oreille s'adapte à ça. Ketsia. Donc bienvenue sur cette conférence, on est ravis de vous avoir avec nous quelques minutes pour en fait mettre l'accent sur le rôle de l'oreille, mais aussi comment on peut la protéger dans les moments d'amusement et même dans la vie quotidienne. Donc pour nous, la fête de la musique, c'est l'occasion idéale pour parler de l'oreille. On a préparé un petit diaporama qui va nous aider en fait à élaborer un peu déjà le rôle de l'oreille, pourquoi on vous parle de son importance, pourquoi on insiste dessus, et ensuite la prévention, les gestes qu'on peut mettre en place pour la protéger. Alors, on va se relayer un petit peu, Ketsia et moi-même, donc pour mettre l'accent effectivement sur ce rôle fondamental de l'oreille, qui est un sens, l'audition en tout cas, qui se développe très très tôt dans la vie intra-utérine. Dès 4 mois, l'ouïe est en parfait état de marche et donc c'est un sens qui est en lien avec tout ce qui est de l'ordre de la musicalité de la voix et notamment la voix de la mère. Donc c'est un sens qui est en lien très tôt avec l'extérieur et le décodage émotionnel. Là, on va vous parler du rôle de l'oreille. Donc, on a 2 écoutilles un peu sur le côté de la tête qu'on ne voit jamais chez soi, mais qu'on voit chez l'autre. Et en fait, le fait de ne pas forcément le voir, on réalise pas que c'est un sens qui a une place primordiale, en fait, dans le corps humain et dans son développement. Donc, les rôles de l'oreille sont de dynamiser le cerveau. C'est une fonction qu'on ne connaît pas beaucoup. Le fait que les sons, les vibrations vont arriver à l'oreille, elles vont stimuler le nerf auditif et ensuite aller être liées à l'air auditif. Donc, l'oreille a un rôle prépondérant dans la dynamisation du cerveau. Elle nous sert aussi à se repérer dans l'espace. Pourquoi? Parce que collé à l'organe de l'audition, on a aussi l'organe de l'équilibre qui s'appelle le vestibule. Et c'est lui qui nous permet de nous repérer dans les 3 plans de direction et surtout de se redresser. C'est lié à la verticalité. Et enfin, l'oreille nous permet d'entendre. Donc c'est vrai que d'un point de vue populaire, entre guillemets, j'ai envie de dire, on pense tout de suite que l'oreille est faite pour entendre. Et on pense uniquement que l'oreille est faite pour entendre. Mais en fait, il faut vraiment prendre en compte ces fonctions de l'oreille, de dynamisation du cerveau et de repérage dans l'espace. Et d'ailleurs, vous allez comprendre tout au long pourquoi. Absolument, Ketsia, et merci pour cette précision, parce que l'oreille, en fait, c'est un mini-cerveau. Hein. Oui. Par rapport à cette notion d'audition qui reste quand même assez le parent pauvre médical, je dirais. Oui. Tout à fait. En fait, il faut savoir une chose aussi, c'est que lorsque l'oreille a des difficultés auditives, effectivement, l'appareillage peut être important, mais ne restitue en aucun cas l'audition. Ça va permettre de l'améliorer, mais non pas de la restituer. Donc, nous continuons. Nous voulions attirer votre attention sur le nombre de cellules auditives que comptent nos oreilles. Il y en a beaucoup. Elles vont jusqu'à 16 000. Il y a énormément de cellules auditives sur la partie cochléaire de l'oreille. La partie cochléaire fait partie de l'oreille interne. Alors Ketsia, si tu veux développer peut-être un peu plus, puisque nous avons un schéma, nous, sous les yeux, qui représente un piano
qui serait arrondi et les cellules ciliées pourraient correspondre à des touches de piano. Certaines fonctionnent et d'autres peuvent être défectueuses. Si tu veux compléter, Ketsia. Oui. Alors, bon, c'est vrai qu'on ne voit pas encore Et beaucoup, non. mais on est un petit peu navré de ça. En fait, sur ce dessin, vous allez voir un piano et en haut, une sorte de petit escargot, entre guillemets. Et en fait, l'organe de l'audition, c'est cet escargot qu'on va appeler la cochlée. Et tout le long, il va y avoir les cellules ciliées, les cellules auditives. Donc, pour schématiser un peu et pour simplifier, on va dire que l'organe de l'audition, c'est un peu un piano qui se déroule. Et chaque touche va correspondre à des zones de la cochlée. Donc, c'est très ordonné, hein. L'oreille, c'est un mécanisme fin. Donc, vous avez une partie de la cochlée qui va coder, entre guillemets, qui va nous permettre d'entendre les sons graves, les sons moyens, les sons aigus, extrêmes aigus. Donc, c'est vraiment un mécanisme qui est bien élaboré. Et en fait, quand on va perdre de l'audition, c'est comme si on va écouter un morceau avec des touches qui manquent. Donc, en fait, on entend un morceau, mais il y a des liens qui ne se font pas parce qu'il y a des touches qui manquent, il y a des notes qui manquent. Et en fait, le morceau n'est pas aussi riche qu'il pourrait l'être. Et c'est un peu ça, si on caricature un peu, une audition qui souffre, c'est une audition qui n'a pas toutes les composantes pour entendre la richesse de la vie. Alors, une petite chose que je voulais rajouter, c'est vrai que 16 000 cellules ciliées, c'est beaucoup, mais si on compare avec d'autres organes du corps humain, c'est peu. Ah oui. C'est peu. Oui. Par rapport à... Oui, c'est peu et surtout, on le verra après, pourquoi c'est très important de faire attention à ces 16 000 cellules. Et une remarque aussi, c'est que l'oreille humaine est capable d'entendre de 16 à 16 000 Hertz, puisque ça se mesure en fréquence hertzienne. 16 Hertz, c'est un son très grave. 16 000 Hertz correspond à un son très aigu. Donc, vous voyez, l'oreille humaine a quand même si, Ketsia, tu dis qu'il y en a moins que dans d'autres organes du corps humain, de 16 à 16 000 Hertz, c'est plutôt conséquent pour écouter la musique. Oui. Hein. En fait, ça nous permet beaucoup de nuances, beaucoup de subtilité, de variations de pression, etc. Alors, un point important, au niveau de ces cellules auditives, donc qui correspondraient à des touches de piano, c'est que ces cellules ne se renouvellent pas du tout. Donc, il faut les garder le plus longtemps possible droites, je dirais, et en bonne santé. Oui. Alors. Donc, c'est effectivement pour ça qu'on disait que ces cellules sont d'autant plus précieuses parce qu'elles ne vont pas se renouveler. Et en fait, on a un capital auditif pour toute la vie. Donc, dans les cellules, là, on a un schéma un peu scientifique, entre guillemets, mais il ne faut pas se laisser impressionner par ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'on a des cellules qui sont contractiles. Et donc, qui dit contractile peut dire fatigue auditive. En fait, c'est pas une ressource qui est indéfinie. C'est contractile, elles transmettent les mouvements des vibrations du son au cerveau, aux nerfs auditifs, donc ça fait aussi beaucoup d'influx nerveux. Donc c'est tout un processus dans l'audition qu'il faut préserver et prendre en compte en fait. Une idée reçue aussi, c'est de se dire que j'entends bien, donc tout va bien, donc je peux tout décoder, tout comprendre. Donc je voulais attirer votre attention sur, ce n'est pas parce qu'on a une bonne audition que nous sommes à l'écoute les uns des autres et que nous sommes à l'écoute de la musique également. Je voulais vous expliquer, par exemple, vous donner pour image, vous êtes dans un concert avec un ami, un concert par exemple de musique classique, vous entendez un ensemble sonore de plusieurs instruments. Votre ami peut être attiré naturellement par le violon, qui va être un petit peu plus dans les aigus, et moi-même, je peux être attirée par exemple par les basses. Pourtant, nous avons tous les deux une audition correcte, mais ma préférence va aller vers les basses que je distinguerai plus naturellement et celle de mon ami dans les aigus. Donc en fait, la qualité d'écoute, elle réside là. C'est le fait de zoomer sur un élément par rapport à un autre. Et c'est important parce qu'on peut avoir finalement une audition qui n'est pas de très bonne qualité, mais une écoute
qui va s'adapter. C'est la capacité, en fait, à décoder et la capacité attentionnelle. Alors, on aime bien dire qu'on n'a pas 2 oreilles seulement, mais qu'on en a 6 au total, donc 3 de chaque côté. On en a Bon, 6. voilà. Donc, on n'a pas de raison, en fait, de ne pas être attentif, finalement. Et en fait, pourquoi on dit ça? Parce que chaque oreille va se diviser, entre guillemets, en 3 parties. On a l'oreille externe, qui joue le rôle un peu de capteur. Hein. Vous voyez, la forme du pavillon, elle est un peu en cornée, donc elle va capter les sons. Ces sons vont être transmis à l'oreille moyenne, donc c'est l'ensemble du tympan qui va vibrer, les osselets. Et après, donc le rôle de l'oreille moyenne est d'amplifier ces sons reçus par l'oreille externe. Et enfin, ces sons vont être transmis à l'oreille interne qui, elle, va faire le décodage. Donc, vous voyez que l'audition, c'est pas simple du sens où il y a tout un procédé, il y a un cheminement. Et en fait, si une des composantes est défaillante, eh ben, l'audition va être défaillante. Si je capte pas bien les sons, je ne capte pas tous les sons, eh ben, le son que je transmets, il est appauvri. Si en revanche, je capte tous les sons, mais ils ne sont pas amplifiés correctement, j'entends, mais ce que j'entends est plat. Et pareil, si j'entends un son qui est plein et bien amplifié, mais par contre que je ne décode pas, hein, à la place des M, j'entends des N, voilà, parce que le nerf auditif a des soucis, et ben pareil, mon audition, ma compréhension, mon rapport au monde va être altéré. Alors, c'est important aussi peut-être de préciser par rapport à ce que tu dis que le décodage, donc, c'est l'oreille interne. C'est vraiment l'organe de l'audition. Ça ressemble, comme tu disais, à un piano arrondi ou une coquille d'escargot aussi, hein, pourquoi pas. Et cette oreille interne, c'est un cerveau. Oui. C'est un mini-cerveau. Oui. Ce n'est pas juste entendre. C'est le lien avec le cerveau et tout le décodage possible. Et justement, cette manière de comprendre les informations. On peut entendre et ne rien comprendre. Oui. Donc, entendre ne suffit pas. C'est le lien avec le cerveau qui est quand même fondamental. Et effectivement, les 3 oreilles que nous avons de chaque côté, il y en a une seule qui se voit, mais on en a 3 de chaque côté, elles fonctionnent de concert ensemble. Donc c'est comme un orchestre qui joue entre l'oreille externe, moyenne, interne, et les osselets bougent. C'est pour ça qu'on parle de muscles dans l'oreille moyenne, et peu de gens savent finalement que nous avons quand même des muscles qui sont associés à des osselets, certes, mais il y a un phénomène de musculation de l'oreille. Le rôle de l'oreille par rapport à la musique. Par rapport à la musique, voilà. Donc, on amorce doucement, en fait, la musique et la prévention. Donc, cette petite diapo dit, après une soirée bruyante, il est conseillé de mettre nos oreilles au repos. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, en fait. On fait sa soirée, après on continue sa vie. Mais une soirée bruyante implique que les cellules ciliées, que l'oreille a été extrêmement sollicitée, et donc il faut réduire en fait les contractions. Et en fait, les contractions vont aussi induire la transmission de neurotransmetteurs en fait. Donc à un moment donné, quand il y a eu beaucoup de transmission, il faut arrêter le flux entre guillemets et permettre à l'oreille de se reposer. Je dirais pas se régénérer, on peut pas, mais voilà, se reposer correctement. D'ailleurs, ça arrive qu'après une soirée bruyante, des personnes entendent des acouphènes, des sifflements, des bourdonnements dans les oreilles. Voilà, parce que l'oreille a un peu souffert, en fait, c'est un signe de souffrance. Donc, il faut en fait arrêter l'exposition et se poser. Et tu vois, en parlant de ça, je pense à une indigestion sonore, comme une indigestion, un repas un petit peu trop copieux le soir ou autre, bon, ben, on va mettre son organisme un peu au repos. Ben, il en est de même pour les oreilles, parce que des oreilles trop stimulées sont en danger, du même qu'une oreille pas du tout stimulée ou trop souvent dans le silence est également en danger. Ça fait partie de l'hygiène de vie, en fait. Hein, ah oui, tout à fait. Ouais. C'est une hygiène de vie comme nos yeux. On a besoin voilà, de l'alternance entre la lumière et l'ombre. Et ben, c'est la même chose au niveau de l'oreille. Alors, quelque chose d'important aussi, qui est peu connu, c'est que l'oreille droite et l'oreille gauche n'ont pas les mêmes fonctions. On se dit, j'ai mon oreille droite ou mon oreille gauche, peu importe, c'est la même chose, j'entends sur l'une ou l'autre. Eh bien, pas du tout. C'est comme le phénomène d'être droitier ou gaucher de la main. Le lien avec les hémisphères cérébraux n'est pas le même. Mon oreille droite, elle est en lien privilégié avec l'hémisphère gauche, qui est le cerveau
qui intègre le langage et tous les apprentissages cognitifs et rationnels. Le langage est un élément de rationalité. Et l'oreille gauche est en lien direct avec l'hémisphère droit, qui va toucher plus tout ce qui est de l'ordre de la musicalité et d'avoir quelque chose d'un peu plus global et de l'émotionnel aussi. Donc selon la manière dont on écoute, puisqu'on écoute souvent plus d'une oreille que d'une autre, un peu comme la main, on est droitier-gaucher, les deux oreilles entendent, mais une se met surtout à l'écoute. Et c'est vrai que si j'écoute avec mon oreille gauche, j'aurai une écoute plus en lien avec l'émotionnel, et si j'écoute avec l'oreille droite, je verrai quelque chose de plus construit, quelque chose de plus rationalisé. Oui, tout à fait. Alors après, ce sont des gros schémas, puisqu'il y a des interactions, bien sûr, entre les deux, mais voilà, c'est important d'attirer votre attention là-dessus, puisque quelqu'un qui a une surdité à droite n'aura pas les mêmes effets que quelqu'un qui a une surdité sur l'oreille gauche. En tout cas, ça aura des impacts psychologiques et de décodage de l'information qui sont différents. Une des raisons pour lesquelles l'oreille est très importante, c'est parce qu'elle va alimenter notre cerveau à 80% en énergie. Donc on pense toujours à l'alimentation pour le cerveau, etc. Mais l'oreille, en transmettant des vibrations en fait acoustiques au cerveau, elle va lui transmettre de l'énergie, elle va dynamiser le cerveau et elle va permettre en fait qu'on ait toujours un peu nos écoutilles entre guillemets ouvertes sur le monde. Et plus on est ouvert sur le monde et plus on est connecté à l'autre en fait, plus on est stimulé finalement. Donc c'est pour ça que rôle de l'oreille. Le rôle de l'oreille, mais comme on fait le lien quand même avec la musique aussi, c'est vrai que de quoi on nourrit notre oreille. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire en énergie, mais il y a plusieurs formes d'énergie. Alors on parle bien sûr d'énergie sonore, et l'énergie d'un son grave n'est pas l'énergie d'un son aigu en général. Donc en fonction de comment des morceaux de musique que l'on préfère aussi, ça ne va pas du tout stimuler la même recharge au niveau du cerveau, et ça c'est intéressant de l'approfondir. On le verra sur une autre diapositive. Les sons aigus sont toujours des sons qui sont un petit peu plus stimulants puisqu'ils piquent l'oreille et donc vont avoir une réaction différente au niveau du cerveau. Et donc un son aigu, même musicalement, ne stimule pas l'oreille de la même manière qu'un son grave. Le grave, c'est la base avec les basses. Et puis ensuite, il y a les fréquences et les sons dits médiums qui correspondent au son du langage. Et ensuite, les sons aigus qui sont plus dans les harmoniques élevées. Et tout son a ces trois composantes, je dirais. Et plus, là on simplifie, mais un son aigu va donc stimuler le cerveau plus qu'un son grave. Il faut un petit aparté là-dessus. Les personnes âgées souvent perdent l'audition. En perdant l'audition, c'est souvent les aigus qui sont touchés. Donc la dynamique. Les graves restent en général, pratiquement jusqu'au bout, selon les personnes. Et par rapport à la musique, eh ben voilà, l'oreille va être donc un filtre. Et elle va entendre la musique de telle ou telle manière en fonction de ce qu'elle reçoit, mais aussi de comment elle est ouverte ou pas à certains sons. Pour illustrer ça, on a l'image, entre guillemets, l'exemple aussi de personnes qui sont nées sourdes profondes. Elles vont avoir souvent ce qu'on appelle des reliquats auditifs dans les graves. Parce qu'en fait, la cochlée, à la base, on a les graves, les aigus, c'est ce qui va être abîmé en premier. Donc, il leur reste beaucoup. Une personne qui est sourde profonde va beaucoup avoir les graves. Et d'ailleurs, ça s'entend un peu, ça peut s'entendre dans la voix si on n'avait pas été rééduqué. Mais le côté aigu, c'est aussi en lien avec tout ce qui est abstrait, la créativité, les choses comme ça. Et c'est plus compliqué. Exactement. Et quelqu'un qui est sourd profond va quelquefois avoir du mal avec les notions abstraites. Donc, vous voyez le lien entre j'entends pas certains sons, et ben mon cerveau, il va fonctionner d'une certaine façon. Forcément. Parce que ça va être lié à ce que j'entends, ce que je suis capable de reproduire et ce que je suis capable d'imaginer, etc. Bien sûr. Donc, on peut appauvrir ou stimuler un cerveau en fonction de ce que nous écoutons aussi et de l'intensité. Bon, il y a plusieurs paramètres. Alors, on voulait attirer votre attention sur l'évolution des pratiques d'écoute musicale. C'est assez parlant, puisque avant les années 2000, l'écoute, en tout cas avec un casque, avec un fil, était assez modérée. C'est-à-dire, on était à moins de 1 heure par jour. Puis dans les années 2010,
Vous voyez, ça fait 10 ans, on fait un saut de 10 ans dans le temps. Les smartphones et les écouteurs intra-auriculaires, avec ou sans fil. Et là, on passe de 2 à 3 heures par jour. Alors, il y a le phénomène de la mobilité aussi. Et puis, là, actuellement, on a pris 2025 pour référence. On est sur des casques en Bluetooth, en streaming et à continu. Et là, on est sur du 2 à 13 heures par jour. On a regardé sur des statistiques. C'est absolument effrayant, la surstimulation de l'oreille dans ces pratiques d'écoute musicale, en tout cas au casque. Alors, c'est vrai que pour la fête de la musique, quand même, rien ne vaut d'écouter de la musique à l'air libre pour ressentir mieux la vibration, parce qu'on va la capter à la fois physiquement et en direct, alors qu'au casque, bon, on s'enferme, voilà, sur nos oreilles, sur quelque chose qui est du streaming, donc forcément un son de très basse qualité, en tout cas. Alors, je parle vraiment de qualité. On a de la quantité, mais pas forcément de la qualité. Et là, lors de la fête de la musique, avec tous les orchestres dehors, justement, c'est l'occasion de capter une vibration qui est diffusée à l'air et non pas directement sur nos oreilles avec un casque. Et avant les années 2000, c'était quand même une pratique courante que d'écouter chez soi, par exemple, la musique, je dirais, à l'air libre. Là, on a renfermé avec un casque. Je ne sais pas si tu as des idées complémentaires là-dessus. C'est quand même alarmant. Hein. Ce sont des chiffres qui sont pas rassurants et qui, en fait, quand on quantifie ce temps d'écoute, ça permet de se rendre compte à quel point le problème, il est sérieux. Quand on arrive à 13 heures par jour, alors que souvent on a 16 heures de veille, si on arrive à dormir 8 heures, hein, parce que maintenant on dort moins, mais si on arrive à dormir 8 heures, on a à peu près 16 heures de veille. 13 heures, ça veut dire que quand je me lève, j'écoute mon téléphone. Sur le trajet du travail, j'écoute encore le téléphone. Quelquefois pendant mes heures de pause, à midi, le soir, sur le trajet au retour, et encore, c'est énorme. Il y a une saturation auditive, en tout cas, qui ne permet plus après d'apprécier la musique. Alors, peut-être tu peux commenter ce schéma qui est sous nos yeux sur l'évolution des troubles auditifs chez les jeunes, mais après, bon, il faudra donner un peu quand même de positif par rapport à la musique, mais en tout cas, on alerte sur les troubles auditifs parce que c'est quand même l'information aussi de Ketia. Oui, voilà. Et surtout en tant qu'audioprothésiste, alors c'est souvent, les gens n'aiment pas venir nous voir, il faut le dire. Non, mais tu as plus de jeunes qu'avant, certainement. Exactement, parce qu'en fait, c'est souvent l'entourage qui pousse et qui dit « Ah, mais tu n'entends pas, etc. » Et moi, ce que j'aimerais, c'est un peu renverser la tendance, c'est de se dire « L'audioprothésiste, je ne vais pas le voir seulement quand j'ai un problème. » En fait, on est là pour vous donner des conseils pour empêcher que le problème arrive finalement. Donc, c'est vrai que sur ce graphique, on voit un saut important des troubles auditifs chez les jeunes. Donc, dans les années 2000, on était à 8% des jeunes qui souffraient de problèmes auditifs. 10 ans plus tard, ce chiffre, il a presque doublé puisqu'on est à 15%. Et 10 ans encore plus tard, ce 2020, chiffre... en plus. 2020, c'est même pas 2025. Ah oui, c'est même pas 2025, c'était il y a 5 ans. Donc, ce chiffre a encore doublé. On passe de 15 à 32. Donc, en fait, on est censé, entre guillemets, perdre de l'audition, avoir la presbyacousie, ce qu'on appelle la presbytie des oreilles. Moi, je dis la presbytie des oreilles. C'est-à-dire le vieillissement lié à l'âge, on est censé l'avoir à partir de 5 décennies, 50 ans, 60 ans si on s'est bien conservé. Aujourd'hui, on commence à avoir des jeunes très tôt qui viennent nous voir parce qu'ils ont du mal à entendre, parce que les oreilles ont été endommagées. Donc c'est vraiment un phénomène dont il faut tenir compte pour ne pas être finalement dans cette situation-là et même communiquer à son entourage autour de soi et de dire attention à tes oreilles. Alors, on voulait mettre l'accent là-dessus, c'est-à-dire qu'en espace de 40 ans, à partir des années 1980 jusqu'à 2020, l'écoute musicale, donc, elle est passée d'un usage vraiment très ponctuel et puis centré peut-être dans un lieu, plutôt modéré en termes de temps, à une consommation quand même particulièrement excessive chez les jeunes. Ce qui veut dire, Ketia, comme tu le soulignais tout à l'heure, que l'audioprothésie est un métier d'avenir, déjà, parce que il y aura des sujets de plus en plus jeunes qui vont être obligés de s'appareiller.
Mhm. en sachant que la cellule ne se reconstruit pas. Et Pas c'est ça encore. le petit hic en fait, c'est se dire eh ben c'est pas grave, je porterai des appareils plus tôt. Eh ben non, parce que finalement l'appareil il travaille avec votre capital restant. Il va pas Exactement. renouveler le capital. Donc si le capital restant il est très faible et très endommagé, ça veut dire que si à la base on avait 16 000 cellules et qu'en fait ce qui doit être entendu dans 16 000 cellules est déporté sur 8 000 cellules, la qualité auditive, elle ne sera pas la même. Donc, un appareil auditif ne va pas tout régler. Pour nous, c'est bien, le métier Oui. qui vit, mais j'ai envie de dire, pour vous, ça sera moins bien, même avec un appareil très haut de gamme. Alors, Enfin, voilà. il est vrai que l'OMS informe quand même là-dessus depuis plusieurs années. Et elle indique à peu près 1 milliard de jeunes, voilà, entre 12 et 35 ans, qui sont exposés à un risque de déficience auditive liée à une exposition trop prolongée, en fait, à des sons très forts. Alors, qui reste de la musique quand même, mais de la musique qu'on écoute très très fort. Alors, ce qui peut être très intéressant, c'est pourquoi on écoute la musique très fort. Ça, par contre, c'est, je pense, capital de le comprendre. Oui. On écoute trop fort parce qu'en fait, la qualité du son a changé. On est passé d'un son qu'on appelle analogique, bien avant les années 2000. Le son analogique, c'est quoi? C'est un son plein. Qui est enregistré avec ses défauts, ses qualités, mais toutes les composantes sont là, les composantes harmoniques. Puis, après les années 2000, on va commencer avec des formats un peu plus compressés. Alors, compressé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enlève une partie de l'information sonore, on passe de l'analogique au numérique, avec des compressions. Ça veut dire qu'on va prendre qu'une partie de l'information sonore, la compresser et la diffuser. Donc, l'oreille, qu'est-ce qu'elle fait? L'oreille, elle va artificiellement reproduire les harmoniques, on va dire. Mais c'est pas l'oreille qui va les reproduire, elle va juste subir et elle va essayer de s'adapter à ça. Ce qui fait qu'on va avoir quand même un son qui paraît de bonne qualité quand on l'écoute, puisqu'il n'y a pas de défaut, mais qui en fait est un son de basse qualité. On nourrit l'oreille avec des calories, je dirais, je vais faire une analogie avec ça, mais ce sont des calories de mauvaise qualité. Et puis après 2020, ben là on est sur du streaming et c'est en dessous du MP3 au niveau de la qualité. C'est-à-dire on a une quantité, on peut diffuser, mais en termes de qualité sonore, c'est vraiment, je dirais, du McDo sonore. On est vraiment dans quelque chose qui nourrit mal l'oreille. Et donc l'oreille, c'est le cerveau. Il faut quand même se rappeler de ça. Donc chaque fois qu'on écoute en flux continu en streaming des musiques, eh bien on va se nourrir de quelque chose qui n'est pas de bonne qualité. Et qu'est-ce qu'on fait pour compenser cela? On va augmenter le volume sonore et on va mettre de plus en plus fort pour ressentir la qualité vibratoire et émotionnelle de la musique. Alors que sur un support dit analogique, on n'aura pas besoin de faire ça. Ce qu'il y a d'intéressant le jour de la fête de la musique, justement, c'est de se nourrir d'orchestration, d'orchestre, de chanteurs, en vrai, quelque part, pour apprendre à écouter différemment que ce qu'on fait au casque de 2 à 13 heures par jour, avec une qualité sonore. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses là-dessus, parce que je pense que c'est important de mettre l'accent là-dessus. C'est important de comprendre en fait pourquoi on a ce réflexe d'écouter la musique aussi fort, aussi longtemps. Je pense que c'est très bien que tu aies fait ce lien. En soi, j'ai envie de dire, c'est pas de notre faute, puisque c'est finalement l'évolution technologique qui a un peu induit cette qualité de musique qui a diminué. Mais maintenant, le savoir permet en fait de pédaler dans l'autre sens, j'ai envie de dire, et de chercher à avoir une musique de meilleure qualité. Pourquoi on met du son compressé, du streaming, et que ça se diffuse plus vite, en fait. Dès qu'on met un son plein, par exemple sur un CD, si vous mettez un morceau de musique, ça prend trop d'espace. Et ce qui prend le plus d'espace, ce sont les sons aigus. Donc, ceux qui vont enrichir le cerveau, quelque part, eh bien, ils sont supprimés. Donc, ça veut dire qu'en termes de qualité musicale, on enlève l'essentiel, c'est l'émotionnel finalement de la musique qui va passer dans ces harmoniques et qu'on va donc enlever. Donc le jour de la fête de la musique,
il y a deux choses. Il y a déjà une qualité qui va être un peu plus présente. Là où il faut alerter, c'est sur l'intensité, c'est sur le volume du son. Parce qu'il y a des baffles, souvent, enfin des baffles, moi je dis baffles, ce sont des enceintes qui vont être assez grosses, qui vont être enrichies dans certaines fréquences, et donc qui peuvent être dommageables pour l'oreille. Oui. Et là, j'invite vraiment toutes les personnes qui adorent aller faire la fête ou aller à la fête de la musique à éviter d'être vraiment physiquement à côté de ces baffles ou de ces enceintes, parce que ces enceintes sont souvent tournées vers le public, mais pas vers les musiciens. Donc eux, les musiciens vont être peut-être un peu plus protégés, alors qu'un jeune qui va passer une soirée à côté d'une baffle à une intensité sonore, par exemple, de 90 décibels, c'est-à-dire un volume sonore très très fort jusqu'à 100 décibels, va avoir des risques, quelques années après, d'avoir une déficience auditive. Oui. Il y a la règle peut-être des 60 dont tu voilà. devrais parler, qui est facile à retenir. La règle des 60. Voilà, donc une petite règle pour protéger son audition, c'est de penser 60-60. Donc 60 minutes d'écoute à 60% du volume. 60. Voilà. Et après ces 60 minutes d'écoute, s'aménager une petite pause d'au moins 15 minutes. Pas grand-chose, mais ce sont des choses qui, avec le temps, vont protéger l'audition. Donc 60-60. 60 minutes à 60% du volume. C'est hyper important, ça. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on se dit, quand on est jeune, moi, ça va, mon oreille, elle tient, puis je me ferai appareiller après. Sauf qu'en fait, elle va tenir, oui, peut-être 5 ans, 10 ans. Et puis, à l'âge de 30 ans, certains peuvent déclencher déjà des sifflements, des acouphènes, tu en as parlé. Oui. Et après, c'est à vie. Oui. C'est à vie. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas reconstruire, malheureusement. Donc, l'idée, c'est d'apprécier, de continuer à apprécier la musique. Et pour ça, rien ne vaut d'avoir une bonne oreille en bon état de marche. Notamment pour les musiciens, malheureusement, qui sont très exposés au risque de déficiences auditives. Parce que tous les jours, faire de la musique de 1 à 5 heures par jour, tous les jours, sans s'arrêter, être dans un orchestre, eh bien oui, à 50 ans, l'oreille, elle ne tient plus. Oui. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit. Exactement. Il y a aussi autre chose qui est important. Faites de la musique, si vraiment il y a un trauma sonore à ce moment-là, ne restez pas avec ce trauma sonore, vous avez 48 heures pour soit faire une injection de cortisone, soit prendre de la cortisone. C'est la seule chose qu'on connaisse à l'heure actuelle pour restituer éventuellement les cellules, en fait. C'est tout. Mais on a très peu de temps pour le faire. Exactement. Vraiment, la fenêtre, elle est courte. C'est 48 heures après le traumatisme sonore. Donc, des fois, les gens me disent « Oui, mais l'ORL, les rendez-vous sont à plusieurs semaines. » C'est ça. Mais on peut aller aux urgences. Si on sent qu'un jour, on a eu un choc à l'oreille, une baffle qui d'un coup s'est allumée, on a mal, l'oreille siffle, allez aux urgences. On va au moins vous donner des anti-inflammatoires. Et en fait, on a ce qu'on appelle la perte auditive temporaire. Pendant un temps, ça risque de bourdonner, on entend moins bien que ce qu'on entendait avant. Mais en ayant un peu de cortisone, on peut récupérer un petit peu. Alors, c'est pas dit qu'on récupérera comme avant. Ça dépend de l'intensité du trauma. Mais au moins, on empêche que les dégâts ne s'étendent sur l'oreille. Oui, sur l'oreille. Et sur le cerveau. Il ne faut pas oublier que l'oreille est en lien avec le cerveau. Voilà. Peut-être, Kétia, tu pourrais présenter aussi, pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Alors, en fait, pour se protéger, il y a toutes ces façons-là qui sont non négligeables. C'est des gestes du quotidien. Il ne faut pas se dire que mais non, c'est pas grand-chose. Ce sont des gestes et une hygiène de vie à développer pour son oreille. Et après, si on est souvent exposé à la musique, où on va souvent dans des environnements bruyants, qu'on est musicien, comme moi, j'aime beaucoup la musique. Peut-être que tu peux le montrer. Oui, on a ce qu'on appelle des protections auditives sur mesure. Alors déjà, il y a des protections, vous avez plusieurs choix. Vous avez les boules caisses. On n'a pas beaucoup de budget, on veut aller vite, on va à un concert, on passe à la pharmacie, on achète des boules caisses, c'est à peu près 4 €. Voilà, ça nous protège au moins pour la soirée. Après, on a des protections auditives standards. Ça va être un peu mieux que les boules caisses. C'est des petites protections en forme de tulipe avec 3 volets. Et dedans, vous avez un premier niveau de filtre. Ça, en général, c'est entre 15 et 25 €. Et il y a différents usages pour la musique, pour le bruit intense, les travaux,
pour le vol, etc., si on prend l'avion. Et enfin, troisième niveau, on a les protections auditives sur mesure. Alors, je vais montrer. Ça, c'est protection auditive faite sur mesure, à la forme de l'oreille. Donc, vous voyez, là, c'est toute la partie qui va dans l'oreille. Et ici, on a le filtre. Donc, on a différents niveaux de filtre, enfin, différents niveaux d'atténuation. On va avoir des atténuations de 15 décibels, 25 décibels, 30 décibels. Ça va dépendre de l'usage, en fait, qu'on en fait. Et donc, par exemple, là, ce sont des pianissimos, vraiment dédiés à la musique. Donc, en fait, dans l'idée, c'est ça le principe de protection auditive sur mesure. C'est des protections qui vont être faites à la forme de votre oreille et avec un filtre adapté à la situation. Donc, il y en a tout plein. Hein. Il y en a pour... question, oui. Ça diminue l'intensité de combien? Là, justement, par exemple, pour un musicien, c'est moins 10 décibels? Alors, ça dépend du filtre. En fait, les pianissimos, par exemple, on va avoir moins 15, quand même, oui. voilà, moins 15, moins 25, moins 30 en moyenne. Mais pareil, comme le spectre de la musique et de la parole doit être restitué, ça va pas être la même atténuation pour chaque fréquence. Et non, c'est ce qu'on appelle une courbe, vraiment. Exactement. On n'entend pas tous les sons sur le même plan. Voilà. Il y a une courbe d'écoute quelque part à respecter. Exactement. Voilà. C'est intéressant parce que tu dis 15 décibels en moins. Alors, il faut savoir que le seuil de douleur à 85 décibels, c'est trop fort. Ça, une oreille qui entend pendant plusieurs heures, plusieurs fois par jour du 85 décibels, on est presque sur une piste d'aéroport. Hein. Ça commence à être... Voilà. Oui, ça commence et là, ça peut être dangereux, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de, voilà, si vous êtes soumis à ça, de protéger vos oreilles. Alors, ça ne fait pas tout, mais quand même, il faut des phases de repos derrière. Hein. Tu l'as dit, hein, Katia. Voilà. Alors, un truc intéressant aussi, moi, j'ai fait le lien avec le capital solaire. On n'en a pas parlé, mais le capital solaire, enfin moi, les gens de ma génération connaissent, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a la peau qui, au bout d'un moment, ne supporte plus le soleil et va déclencher donc des réactions ou des maladies graves, hein, avec des cancers de la peau. Maintenant, il en est de même au niveau du capital auditif, c'est-à-dire qu'on pense que voilà, on s'expose, et puis du jour au lendemain, ça peut lâcher. Et c'est vraiment, soit ça vient petit à petit, soit ça lâche du jour au lendemain. Et la personne se retrouve dans un grand désarroi à ce moment-là. Et pour ma part, j'ai vu des jeunes avec des oreilles en grave état, vraiment. Hein, ou une oreille complètement perdue suite à une soirée. Juste une soirée, parce que du 100 décibels à côté d'une enceinte trop forte. Donc, profitez de la musique, mais pensez à ça. Donc voilà, tout plein de protections, tout plein de solutions, j'ai envie de dire, pour protéger notre capital auditif.